Il faut protéger l'environnement. Ça semble évident et ça l'est davantage encore pour les Inuits qui s'alimentent en partie par la cueillette, la chasse et la pêche. Mais les Inuits font aussi face à plusieurs défis importants tels que le logement, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Quand on a la difficulté à se loger, la transition énergétique est-elle vraiment une priorité ? Eh bien, les Inuits s'intéressent à la transition énergétique, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Donc, pour réaliser cette transition énergétique, la priorité, c'est de savoir comment les Inuits l'aperçoivent et comment ils souhaitent la réaliser. Moteur, action ! Quelle relation les Inuits entretiennent-ils avec leur environnement ? Pour aborder la transition énergétique du Nunavik, on doit d'abord comprendre la relation que les Inuits entretiennent avec leur environnement. Dorothy Mesher, une aînée du village Inuit de Kuujjuaq, a vu son environnement se transformer au fil des années. I just picked out a few pictures to show you the land that there's no bushes, no trees. So it's not only the people have changed, the land has changed. La relation des Inuits avec l'environnement est particulière. Et c'est une question qu'on doit absolument comprendre si on veut envisager la transition énergétique. Laetitia Marc, doctorante en anthropologie sur l'engagement environnemental des femmes autochtones, nous éclaire. Alors on parle surtout de territoire plutôt que d'environnement pour les Inuits. Et donc c'est sur ce territoire que vivent à la fois les non-vivants et les vivants. Donc tout ce qui est plantes, animaux, esprits, humains. Et c'est sur ce territoire que se construit donc l'identité inuite, que s'exercent les activités traditionnelles et donc les savoirs traditionnels. Donc en fait, c'est une culture qu'on peut qualifier d'animiste, au lieu que l'humain soit vu au sommet d'une pyramide. Au sommet d'une pyramide qu'est l'écosystème, l'humain est vu comme faisant partie d'un écosystème où tout est interdépendant dans l'écosystème. Les Inuits ont toujours vécu en grande proximité avec leur territoire, ce qui affecte évidemment leur perception des changements climatiques. D'abord, les Inuits sont habitués à ce climat extrême et à ce climat qui est changeant depuis des siècles. Ils ont développé une grande capacité d'adaptation et ils ont confiance en cette capacité d'adaptation. Après, bien sûr, les perceptions des changements climatiques peuvent différer aussi bien selon l'âge que selon le genre. Il y a différents types de profils, comme partout, quant aux perspectives des changements climatiques. Donc, il y a plusieurs impacts concrets des changements climatiques observés directement sur le territoire par les Inuits. Donc, ça peut être moins de caribous, différentes espèces de baies, le danger de la glace aussi, qui est devenue trop fine, la glace qui se casse plus tôt, se forme plus tard, plus de pluie, des changements dans les températures, des nouvelles espèces, des espèces en danger aussi. Et donc, ce sont des changements qui sont basés sur des observations donc, du territoire et sur la connaissance inuite du territoire. Ça peut être aussi des impacts qu'on ne lie pas tout de suite au changement climatique, mais par exemple, il y a une hausse de l'insécurité alimentaire, puisqu'il devient difficile d'exercer les activités sur le territoire, donc difficile d'aller chasser. Ça peut aussi avoir un impact sur la santé mentale, face à la crainte donc, de perdre ses activités traditionnelles. Cet impact sur la santé mentale peut aussi causer une hausse de la violence, par exemple. Donc, c'est plein de problèmes sociaux qui vont aussi découler de ces impacts plus concrets de changement climatique. Mais il n'y a pas que les relations des Inuits avec le territoire qui influencent leur perception de la crise climatique. Les rapports avec le Sud et avec les colonisateurs viennent également teinter leur vision des changements climatiques. Il y a plusieurs points donc, dans le discours de ces activistes. Je pense que le premier point, c'est la nécessité urgente de réhumaniser l'Arctique. Donc, on a tendance à voir l'Arctique comme un désert gelé, mais ça va être vraiment au lieu de toujours montrer une image d'un ours polaire sur sa banquise, ça va être vraiment de montrer que l'Arctique est aussi habité, donc de montrer plus de visages inuits et de villages inuits. Le deuxième point, ça va être de lutter contre un colonialisme environnemental. Donc le colonialisme environnemental, ça va vraiment être de dire que des décisions sont prises sans consultation avec les Inuits. Donc les Inuits demandent à être intégrés dans ces décisions qui les impactent directement. Et le troisième point, c'est quelque chose de très anticapitaliste. Donc, ça va être de dire que les Inuits ont toujours pris de la nature uniquement ce dont ils avaient besoin et n'ont jamais cherché à faire du profit ni de la consommation de masse. Donc, ils ne sont pas responsables en fait de cette crise environnementale de laquelle ils souffrent les conséquences aujourd'hui.
Face au colonialisme environnemental, c'est vraiment ils demandent en fait à avoir une voix à la table des décisions et vraiment d'être consultés à chaque décision prise, de repenser aussi la conservation, comme je le disais, comme un tout, vraiment, où l'humain fait partie de l'écosystème et n'est pas au sommet de l'écosystème. Donc, ne pas aller choisir des espèces à protéger juste sous le prétexte que c'est une espèce mignonne, mais de protéger les espèces en fonction du fait que c'est un écosystème interdépendant. Chaque espèce est nécessaire et fonctionne ensemble. Bref, les Inuits veulent bien prendre part à la protection de l'écosystème, à condition qu'on les consulte. Et pour la transition énergétique, c'est pareil. Comment les Inuits perçoivent la transition énergétique ? On entend souvent parler de développement durable, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Habituellement, on entend par là un développement visant à un équilibre entre l'économie, le social et l'environnement. Mais les Inuits ont une vision différente du développement, comme nous l'explique Antoine Paquette, étudiant à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval. Dans le cadre de ses recherches, Antoine a élaboré un modèle pour tenter de représenter la perception inuite du développement durable. Finalement, ces sphères-là sont pas indépendantes, mais sont plutôt imbriquées les unes dans les autres. Au final, on a comme une espèce de grand système environnemental qui inclut, lui, à l'intérieur, un système social qui, lui, inclut un système économique. Donc, ces trois systèmes-là sont carrément interdépendants, puis c'est vraiment leurs relations qui sont importantes là, et qu'il faut souligner. Puis ça cadrait bien là, avec la vision du monde autochtone et inuit, là, entre autres, mais pour lesquels l'environnement puis le territoire prend une place là, vraiment prépondérante, une très grande place puis une grande importance. Donc, de dire qu'il n'y a rien qui peut exister, en fait, il n'y a aucun de ces systèmes-là qui peut exister sans le territoire, sans l'environnement qui vient les regrouper tous. Ça venait vraiment rajouter de cet élément-là de cohésion avec le mode de vie autochtone. Cette perception unique du territoire mène naturellement à une perception différente des énergies. Ça peut vraiment varier, que ce soit par les préférences, que ce soit par justement la géographie puis la localisation des communautés ou par les expériences passées. Oui, si on prend le tableau qui est affiché présentement, ce qu'on peut y voir, en fait, ce sont vraiment les intérêts inuits et non-inuits envers les différentes formes d'énergie renouvelable qui sont dans les différentes colonnes. Puis, selon également les différents cosmos, différentes sphères du développement durable qui sont abordées dans le cadre du mémoire. Donc, la sphère environnementale, sociale, économique et la sphère de gouvernance qui sont représentées là, dans les lignes du tableau. Puis, le tableau vient aussi faire une différenciation entre ce qui découlait d'une perception d'un intérêt qui était inuit ou d'un intérêt qui était d'une personne ou d'une organisation non inuit. Donc, c'est ce que ce tableau-là vient représenter selon un code de couleur là, qui passe d'un intérêt positif jusqu'à un intérêt là, très fortement négatif. Si on y va un peu du négatif au positif, là, on a l'hydroélectrique là, classique qu'on connaît avec les grands ouvrages, les grands barrages, là, qui est très peu, en tout cas, il y a peu d'intérêt des deux côtés, là, que ce soit du côté inuit ou du côté non-inuit, pour cette forme d'énergie-là. Principalement parce que, bon, ça inonde des immenses territoires qui peuvent être très prisés pour des activités traditionnelles. L'hydroélectricité au fil de l'eau, qui a quand même moins d'impact. Il y a quand même des réticences, juste parce que ça porte un peu le même nom aussi. La différence n'est pas nécessairement toujours établie entre l'hydroélectricité vraiment avec un grand barrage et l'hydroélectricité au fil de l'eau. Donc, c'est sûr que, bon, il peut quand même avoir des impacts sur les poissons, il peut quand même avoir des impacts sur les activités traditionnelles. Est-ce que ça inonde une grande superficie ou pas? Il y a toutes ces questions-là où que la communauté va quand même se poser, puis qu'il faut répondre. Donc, c'est quand même un peu plus mitigé de ce côté-là. Pour ce qui est de l'éolien, ce que j'ai trouvé qui est un petit peu particulier dans ce cas-là, c'est que c'était très bien vu de la part des non-inuits, mais de la part des Inuits, il y avait quand même un petit peu de mitigation aussi, principalement du fait que c'est relativement inconnu. Puis, il y a aussi dernièrement le solaire, l'énergie solaire, celle qui est vue de façon plus positive. Il y avait quand même une grande préférence pour ce qui était de panneaux solaires intégrés à des bâtiments, donc que ça soit sur des toits ou des façades, plutôt qu'un parc de panneaux solaires ou un champ de panneaux solaires à l'intérieur des limites du village, parce que il y a toute une problématique aussi de crise du logement présentement au Nunavik, puis de prendre de l'espace pour y installer juste des panneaux solaires, puis que ça peut prendre la place, par exemple, d'une habitation ou d'une autre structure. Ça, c'était vu un peu plus négativement. L'autre point, c'était de connecter, si on veut, le nord au sud
du Québec, de vraiment venir passer, là, que ce soit une ligne de pylône ou peu importe, mais de vraiment dire comme tous les villages du Québec sont reliés entre eux par du filage électrique, mais pourquoi est-ce que le Nord ne le serait pas non plus? Cette idée-là amène quand même plusieurs bénéfices d'un point de vue environnemental, parce que ben là, au sud de la province du Québec, la très grande majorité de l'électricité est produite par des grands barrages hydroélectriques, donc déjà par de l'énergie renouvelable. Donc, ça permettrait de fournir de l'énergie renouvelable aussi aux villages nordiques. Mais d'un point de vue plus négatif de la chose, par exemple, c'est que c'est sûr que là, ça amène pas beaucoup de gestion locale. On est vraiment là, on retourne à une gestion qui est centralisée au sud de la province. Cette solution-là, donc de raccorder le système du sud au nord, c'est une solution qui était, par exemple, vue comme une solution très équitable, donc très juste de la part des Inuits, parce que la majorité des grands barrages se situent peut-être pas au Nunavik, mais se situent du moins dans le nord du Québec. Mais les communautés du nord du Québec ne sont pas desservies par ces grands barrages-là, qui se trouvent pourtant sur leurs territoires ancestraux, que ce soit les Inuits ou les Cris. Les recherches d'Antoine montrent aussi un certain attachement des Inuits pour le mazout, dont on a d'ailleurs parlé dans le précédent épisode. Pour le village de Kuujjuaq, qui est quand même le plus gros des 14 villages là, au Nunavik, bien, cette gestion locale-là des produits pétroliers, ça représentait en 2013 68,5% des revenus du village, à la hauteur de 4,7 millions de dollars là, pour cette année-là seulement. Donc, c'est extrêmement lucratif, puis c'est sûr que ça peut amener peut-être une réticence de la part de certains Inuits, certains décideurs d'aller vers autre chose, vu qu'on sauterait, on mettrait un pied dans le vide, là, on mettrait un pied dans l'inconnu pour les énergies renouvelables, alors que là, on a quand même le confort de quelque chose qui est connu, puis qu'on sait qui peut apporter des bénéfices pour les Inuits. Malgré les retombées économiques intéressantes des énergies fossiles, les Inuits sont conscients des problèmes qui y sont associés. On sait qu'il y a une dépendance envers cette énergie-là. Il y a même quelqu'un qui l'avait qualifié d'énergie sale. Donc, on est conscient que c'est une énergie qui pollue, que c'est néfaste pour l'environnement, puis qu'on en est dépendant là, vraiment à 100% pour l'instant. Mais comme pour la protection de l'environnement, les Inuits veulent être impliqués dans cette transition énergétique. Il faut que les Inuits du Nunavik puissent avoir leur mot à dire tant dans la prise de décision que dans la gestion et que dans l'application des solutions qui sont apportées, dans la définition de ces solutions-là aussi. Que ça ne soit pas juste une histoire du sud de la province qui choisissent pour le nord de la province, comme ça a été le cas longtemps là, dans le passé. La transition énergétique, c'est une belle opportunité de passer justement d'un mode de gouvernance là, très, très, très centralisé au sud de la province à un mode de gouvernance qui prend vraiment, dans lequel il ne fait pas juste prendre en considération ou consulter les Inuits, mais dans lesquels c'est vraiment les Inuits qui font partie du processus. C'est un processus qui est co-construit avec eux. Les habitants du Nunavik voient leur environnement changer. Et pour les Inuits qui sont très attachés à leur territoire, c'est particulièrement préoccupant. En même temps, il y a un attachement important au mazout et des réticences envers les énergies renouvelables. Conservation du territoire et transition énergétique doivent donc être pensés comme un tout et s'inscrire dans un processus co-construit avec les Inuits. Et concrètement, procède-t-on comme cela actuellement ? C'est ce que l'on verra dans le prochain épisode.